Premièrement, je suis content d'être ici aujourd'hui. Je suis ici pour raconter mon histoire, que les gens la connaissent, parce que je suis une personne qui a le syndrome de Gilles-La-Tourette, qui s'en est sorti, que j'ai passé au travers. En fait, je suis rendu à 36 ans, donc aujourd'hui, je vis bien avec mon syndrome. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu des moments difficiles. Donc, je vais raconter un petit peu l'histoire des presque les 30 dernières années jusqu'à aujourd'hui. Mon histoire a commencé quand j'étais environ en 3e année. J'étais un enfant ordinaire, comme tout le monde, tout allait bien, j'avais des bonnes notes à l'école, j'avais des amis. J'avais pas encore le syndrome. Le syndrome s'est développé en 3e année, justement. À ce moment-là, je comprenais pas ce qui se passait. Même au début, c'était quand même assez léger. Je me rendais pas compte trop des tics que je faisais. C'est plutôt mon professeur qui s'en est rendu compte, surtout des moments d'inattention et J'étais très déconcentré à l'école, donc on cherchait un peu des problèmes. Pourquoi j'étais comme ça. Puis les tics ont commencé à faire surface en 3e année. Puis là, j'ai été diagnostiqué à l'hôpital, moi, à Sacré-Cœur, en Basse-Ville. C'est un hôpital à Québec qui soigne, ou plutôt qui suivent des jeunes qui ont le syndrome de Gilles-La-Tourette, des neurologues, plusieurs spécialités. Puis c'est là où ils ont trouvé que j'avais le syndrome de Gilles-La-Tourette, parce qu'à l'époque, même mon médecin de famille ne savait pas ce que j'avais, donc c'était vraiment peu connu. Encore aujourd'hui, ça l'est vraiment très peu. Puis c'est pas une très bonne chose, parce que de plus en plus des jeunes qui sont diagnostiqués qui ont le syndrome de Gilles-La-Tourette, qu'avant, ils n'étaient pas diagnostiqués. Puis aujourd'hui, à cause de l'avancement des recherches, on peut découvrir les jeunes puis dépister ça plus tôt. Puis moi, à mon époque, c'était une époque un peu précoce. C'était très méconnu. Puis, donc, on avait de la misère à avoir des bons soins. Puis, c'était pas vraiment facile. J'ai passé ma 3e année, les tics ont augmenté. Je peux dire, dans une minute, je pouvais faire peut-être 10 secondes de tics, 10-12 secondes de tics. C'était en 3e année. Puis quand je suis arrivé en 4e année, les tics ont vraiment augmenté énormément. Ça va jouer beaucoup avec le stress, l'anxiété. Puis être avec des nouveaux élèves, un nouveau professeur, un nouveau groupe, j'étais très nerveux, donc ça m'a donné beaucoup de stress. Puis les tics ont vraiment augmenté. Ça se passait souvent à l'entrée des classes, moi, à chaque année. Puis là, en 4e année, les tics ont tellement augmenté que j'étais plus capable de suivre à l'école, puis j'étais très déconcentré, distrait. Mes résultats scolaires ont chuté beaucoup. Puis mon médecin, qui s'appelait le Dr Beauséjour de Québec, qui a offert à mes parents à ce que je sois hospitalisé pour recevoir une médicamentation, qui a peut-être m'aider à ce que je relaxe, à ce que je fasse moins de tics. Et puis, mes parents, ils ont réfléchi, ils m'ont posé la question, j'ai accepté aussi. Donc, je suis allé à l'hôpital Sacré-Cœur, en Basse-Ville de Québec. C'est un hôpital qui reçoit de 3 différentes tranches d'âge, premier étage, 2e étage, 3e étage. Moi, j'ai commencé avec le premier étage, les plus jeunes. Puis j'ai commencé à prendre de l'aldopéridol et de l'Orap. C'est un médicament qui est assez quand même puissant. Puis il y a des effets secondaires majeurs qui nous ont dit que j'allais engraisser et aussi j'allais prendre beaucoup de poids et être fatigué, sentir fatigué, m'endormir. J'étais supposé être là pendant 2-3 semaines. Finalement, ils trouvaient qu'il y avait de la misère à s'apercevoir si le médicament fonctionnait bien. Et puis si je l'absorbais et puis comment que ça se déroulait, tout ça. Puis finalement, j'étais là plus longtemps, 1 mois et demi, 2 mois. J'étais là un petit peu plus de 2 mois à l'hôpital pour ma première hospitalisation. Et puis, après 2 mois, je suis reparti à la maison. J'avais perdu 2 mois de l'année scolaire. C'était quand même 2 mois durs à reprendre. Puis, je commençais aussi à trouver que j'avais pas vraiment d'aptitude académique. Je commençais à me trouver pas très, très bon à l'école. Puis, je commençais à ralentir, on va dire, puis mettre moins d'énergie. Puis, je me sentais aussi engraissé, je prenais du poids rapidement, et puis je me sentais fatigué. En 4e année, ça a quand même coulé. J'ai perdu quelques amis. C'était ça qui était un petit peu difficile. Même le plus difficile, moi, de mon enfant, je pense, ça a été la solitude. Parce qu'au fil du temps, je perdais des amis. Puis ceux-là que j'avais, j'en ai toujours eu quelques-uns quand même. Ceux-là que j'avais, je les appelais tellement souvent, je les sollicitais tellement souvent qu'eux, ils se tannaient de moi des fois, puis ils voulaient aller voir d'autres gens qu'eux ne m'acceptaient pas. Donc, je me retrouvais parfois, je me retrouvais tout seul. Puis je trouvais ça difficile. J'avais ma famille qui était là, qui me supportait énormément, mais les amis, c'est important quand t'es jeune. Puis ça a été un peu de quoi que j'ai trouvé difficile de conserver les amis que j'avais. La 4e année, ça a été un peu ça qui s'est commencé à changer, les amis qui se dispersaient. Et puis, le syndrome qui prenait de la place, beaucoup. Dans 1 minute, je pouvais faire, comme je disais, là, ça montait à 30-40 secondes de tic. J'ai passé ma 4e année, par contre. Quand je suis arrivé en 5e année,
Les tics ont vraiment augmenté énormément. Puis j'étais plus capable de me retenir. J'avais commencé à faire des tics vocaux. Parce que j'ai des tics moteurs dans le syndrome de Guillain-Tourette. Et puis, il y a des tics vocaux. Les tics moteurs, ben, c'est des gestes, des mouvements. Les tics vocaux, c'est des bruits, des sons, des mots, des phrases qu'il faut répéter. Puis, ben moi, j'ai commencé à faire des tics vocaux. Je n'étais pas capable de me retenir de faire Je faisais ça à toutes les quelques secondes, tout au long de la journée. Ma 5e année, ben, je l'ai doublé. Je peux dire que là, les tics étaient tellement accaparants, tellement intenses que j'étais pas capable de les retenir trop. Puis j'étais tout le temps en train d'essayer justement de les retenir. Ça prenait beaucoup de mon énergie et de mon temps. Donc, l'école, je commençais à délaisser. Puis, j'étais très chanceux, je pense, de passer d'arriver jusqu'à la fin de l'année sans aller à l'hôpital. J'ai doublé ma 5e année. J'ai repris ma 5e année. Du fait que j'ai eu une deuxième hospitalisation à l'hôpital Sacré-Cœur, au même endroit. Puis j'ai commencé à prendre du catapres, c'est un autre médicament aussi, qui est un peu dans la même famille que les deux autres, qui avait les mêmes effets secondaires. Donc, tous ensemble, c'était très puissant. Puis, j'étais là un autre 2 mois, ou presque. Puis, eh bien, quand je suis revenu à l'école par la suite, après avoir passé 2 mois à l'hôpital, pour ce nouveau médicament-là, parce qu'à cause des tics vocaux, ben, j'ai commencé à perdre la motivation, puis à être très, très mal dans ma peau. Parce que les gens n'étaient pas obligés de me regarder, ils m'entendaient. Donc, c'est vraiment un autre problème pour moi. J'ai commencé à prendre beaucoup de poids en revenant après ça, puis j'étais rendu obèse, je peux dire. Puis, j'étais plus capable de retenir ma fatigue à l'école. J'étais très, 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 les yeux très, très lourds, puis j'étais très fatigué. Puis, j'ai commencé à me laisser aller puis dormir. Au début, c'était pas accepté, mais rapidement, les professeurs se sont rendus compte que, premièrement, quand je dormais pas, je faisais tellement de tics et de bruit. Là, à ce moment-là, je peux dire, dans 90% du temps, ou 55 secondes dans une minute, je suis en train de faire des mouvements ou des tics, des bruits. Donc, c'est assez intense. Puis là, ben, mon professeur, il a accepté à ce que je dorme à l'école. Puis, il n'y avait pas vraiment le choix parce que j'étais plus capable de retenir ma fatigue. Je pouvais dormir 15, 16, 17 heures par jour, à tous les jours. Je pouvais dormir toute la journée à l'école, du matin au soir. Comme je raconte souvent, c'est que c'est probablement une des seules personnes dans votre vie que vous allez rencontrer qui a eu le droit de dormir à l'école. C'est assez bizarre à raconter, mais de ce fait-là, ben moi, le temps passait beaucoup plus vite. La journée se passait plus rapidement. Puis j'étais revenu à la maison le soir sans que la journée, je m'en suis pas trop rendu compte. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir ma première passion dans la vie. Je n'étais pas quelqu'un de très, très sportif, mais j'aimais beaucoup le VTT. Puis mes parents, après un certain temps que je les ai achalés, comme je peux dire, ben, ils ont fini par m'acheter un 4 roues. Puis mon premier 4 roues que j'ai eu quand j'étais en 5e année, ça m'a aidé énormément à passer au travers des moments difficiles que j'ai eus à l'école. J'avais quelques amis qui faisaient du 4 roues, puis ça me libérait le soir. J'allais me promener en 4 roues. Ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Quand j'ai doublé ma 5e année, ben, j'ai repris ma 5e année. Après ça, j'ai arrêté de doubler une deuxième fois ma 5e année, mais on ne peut pas doubler 2 fois au primaire. Donc, je montais quand même en 6e année. Parce qu'à partir de la 5e année, je peux dire que j'ai arrêté de forcer à l'école, j'ai arrêté tout apprentissage. J'avais mis la switch à off parce que j'avais plus le goût de travailler, plus le goût de forcer, j'avais plus vraiment la motivation. Puis je me trouvais pas très intelligent, puis je pensais pas être capable de réussir, donc je faisais plus d'efforts. Fait qu'à partir de la 5e année, j'ai vraiment arrêté mon apprentissage scolaire. J'ai continué quand même à aller à l'école, puis aller dans une école, je peux dire. Ensuite, je suis allé en 6e année, puis je suis monté en secondaire 1. Rendu en secondaire 1, ben là, j'étais rendu quand même proche de 300 livres. Je pesais peut-être 270 livres. J'étais quand même très corpulent, puis je faisais rire un petit peu de moi. Puis j'avais ma famille, j'avais quelques cousins, mon cousin Pierre-Luc, puis mon cousin Olivier, qui étaient plus proches de moi, qui n'avaient pas très honte de moi, puis qui n'avaient pas honte justement de se présenter devant d'autres. Puis ils m'acceptaient en fait. C'était dans mes seuls amis que j'avais à cette époque-là. Puis, arrivé à secondaire, ben là, les gens étaient plus agressifs, plus violents un peu. J'avais subi un peu plus d'intimidation. Puis, j'ignorais beaucoup un peu ce qui se produisait. J'essayais de ne pas m'en occuper. Il y a des fois que j'ai pété ma coche, il y a des fois que j'étais pas capable d'en supporter. Puis, je me suis fâché, je me suis battu, j'ai fait un peu tous les temps. Mais en général, les opportunités arrivaient tellement vite que je pouvais pas quand vraiment... je pouvais pas toujours m'y apprêter parce que j'allais toujours me battre du matin au soir parce que j'avais vraiment beaucoup
de situations dans une journée. Donc, je me cachais. J'allais durant les toilettes, les récréations, souvent j'allais aux toilettes. Parce que c'était à ce moment-là que je me faisais un peu voir puis que les gens m'agaçaient. Puis les gens, ben, ils étaient vraiment plus agressifs puis violents, donc j'étais obligé de me cacher un petit peu. J'étais plus au régulier non plus au secondaire. J'ai commencé à faire du alternatif. Ça, c'est faire le secondaire 1-2 en 3 ans, au lieu d'en 2 ans. Puis ça ne fonctionnait pas non plus. Je suis allé à l'école psychopédagogique à Québec un certain temps. C'est l'école où il y a un professeur pour environ 12 élèves, beaucoup plus encadrés. Et puis, il y a des gens qui avaient des troubles d'agressivité là-bas, puis de violence. Et puis moi, je m'attendais pas bien avec ces gens-là. Donc, ça n'a pas fait long que je me suis battu quelques fois, puis finalement, on a décidé avec mes parents que je revenais à l'école à Sainte-Marie. Je suis retourné une autre fois, une troisième fois à l'hôpital pour diminuer les médicaments, rendu à l'âge d'environ 12-13 ans. C'est à ce moment-là que les tics ils étaient très intenses, mais j'étais tellement tout le temps fatigué, puis je dormais toujours tellement que là, c'était rendu quasiment ça le plus gros problème. Puis, au fil du temps, ben, je suis rendu à 14-15 ans, puis là, toujours avec le syndrome, pas d'éducation, pas d'éducation scolaire, pas de scolarité, parce que j'avais arrêté en 5e année, puis depuis ce temps-là, j'avais pas réappris rien. Puis à partir de 15 ans, j'étais rendu à l'âge j'étais en secondaire 5, puis je faisais au-dessus de 300 livres, puis là, j'étais vraiment un peu, je peux dire, j'avais plus le goût du tout d'aller à l'école, donc j'ai décidé, avec mes parents, j'ai dit, je vais lâcher l'école, je vais aller sur le marché du travail, parce que, écoutez, je suis rendu à presque 16 ans, puis je suis encore au primaire. Je faisais encore du primaire, donc j'ai décidé de lâcher l'école puis aller sur le marché du travail. Mes parents ont fait tout ce qu'ils croyaient possible. Ils ont fait toutes les démarches possibles pour m'aider, mais moi, je pense que j'avais pas le goût de m'aider non plus. Puis quand tu veux pas t'aider toi-même, je pense qu'il y a personne qui peut rien faire pour toi. Puis c'est ce qui s'est produit à l'époque. Puis moi, j'avais pas le goût de faire des efforts. Puis je me laissais aller vraiment, vraiment énormément. Autant dans la nourriture, autant un peu dans tout. Puis, quand je suis allé sur le marché du travail, je me suis rendu compte que j'avais pas de secondaire 5 et puis que j'avais pas d'expérience de travail. Donc, j'ai eu un peu des travails que les gens veulent pas. Puis, je me suis retrouvé au salaire minimum, travailler de nuit, à l'extérieur, à toutes les températures. Puis, j'ai fait ça pendant 6-7 mois. Puis, je me suis fait mettre dehors de des endroits parce que j'étais pas un bon employé. J'étais pas motivé, j'étais pas très travaillant. Puis, je me suis déjà même endormi au travail, debout, à côté sur une machine. Donc, j'étais pas l'employé du mois. Il n'y avait pas ma photo de moi en rentrant dans l'usine quand on allait travailler. Puis, plusieurs endroits de même. Puis, c'était toujours des travaux qui étaient très physiques, très difficiles. Puis, moi, j'étais pas en forme. Puis, ça me demandait beaucoup d'énergie. Puis, j'aimais vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Au bout d'un certain temps, je me suis retrouvé dans une usine où j'étais très, 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 très malheureux. J'aimais pas ça du tout ce que je faisais. Puis, je commençais à m'en aller vers l'âge adulte. Puis, j'ai eu peur, vraiment, à ce moment-là, de voir ce que l'avenir me réserve. Dans quel métier, dans quel travail que je vais avoir. J'avais pas d'amis. J'avais quelques amis, oui. Ma famille, c'est sûr. Mais j'avais jamais eu de blonde. J'avais vraiment voyagé. J'avais envie de faire des sous aussi. Là, je faisais pas beaucoup d'argent. Puis j'aimais pas ce que je faisais comme travail. Donc, c'est à ce moment-là que je peux dire que j'ai touché le fond du baril. Puis je suis arrivé pas au maximum de ce que je pouvais aller chercher, mais je suis allé quand même assez loin. Puis c'est là que j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur de mon avenir, de voir ce qui allait se produire dans le futur, quel genre de travail j'allais avoir pour mon futur, puis je me voyais pas d'avancement. Puis j'ai toujours su aussi que c'est après la puberté que le syndrome de la Tourette peut diminuer, disparaître, s'améliorer. Puis inconsciemment, je l'ai toujours su ça, puis je m'en suis toujours rappelé. Puis durant une nuit au travail, j'avais mal au dos, j'étais très... il mouillait dehors, j'étais toute trempe. Puis cette nuit-là, je vais me rappeler toute ma vie, en fait. C'est là que j'ai eu un gros changement dans ma vie. J'ai décidé de retourner à l'école pour avoir un travail plus acceptable pour moi. Puis j'allais être mieux, j'allais être plus heureux, en fait. Puis pour ça, ça me prenait mon secondaire 5 ou un équivalent de secondaire 5. Le minimum, la première base de tout, moi, c'était la première marche à monter, ça a été ça. J'ai appelé mes parents, puis j'ai décidé de faire mon équivalence de secondaire 5. Des travaux... de retourner à l'école, en fait. Puis pour la première fois, j'étais motivé et déterminé à réussir et à avoir un défi, en fait. Puis à le réussir, vraiment.
Puis j'ai appelé mes parents, j'ai dit, venez-vous me chercher au travail, puis je veux retourner à l'école, là, je suis vraiment, je peux plus continuer comme ça fonctionne pas, je vais faire des efforts. Puis mes parents s'en sont rendus compte, puis je suis allé à la maison, j'ai commencé je suis allé m'inscrire à l'école, puis mes parents ont décidé que j'allais pas que j'allais pas retourner à l'école, mais faire l'école à la maison. Ils ont payé des professeurs privés pour m'aider à apprendre des matières que j'avais jamais appris, du régulier, du secondaire régulier. Puis il y avait ma tante aussi, et puis mon frère, ma soeur, mes parents, qui me montraient les matières. Puis tout d'un coup, je suis venu vraiment déterminé puis motivé à apprendre. Puis je me suis rendu compte que j'apprenais quand même. Puis à la maison, c'était un peu la solution pour moi. J'avais pas le regard des autres, pour moi, à cette époque-là. J'avais pas le regard des autres qui mettaient de la pression. Je suis en train de faire des tics, ben j'ai posé mon crayon. Je faisais mes tics que j'avais envie. Je me laissais aller, en fait, puis il n'y a personne qui mettait de la pression. Donc, dans cette méthode-là, je faisais moins de tics. J'étais moins fatigué aussi du fait que j'étais motivé. Puis, j'ai commencé à faire des tests à chaque semaine, voir comment j'avançais. Au fil du temps, je me suis rendu compte que j'apprenais, puis je progressais, puis je me suis rendu au secondaire, en secondaire 1, quand même assez rapidement. Puis, d'arriver au secondaire, j'étais vraiment content de faire du secondaire pour la première fois dans ma vie. J'étais rendu à presque 17 ans, puis j'étais rendu en secondaire 1, puis j'étais fier de moi. Puis ça m'a donné un peu le goût de continuer puis de forcer. Puis à tous les jours, j'étais dans les études. Je faisais que ça, en fait, qu'étudier. J'ai mis beaucoup de temps là-dessus. Puis j'ai fait un peu un miracle. Après 6 mois, je suis allé passer les examens du ministère, puis j'ai réussi mon diplôme. J'ai eu mon diplôme. Puis je me suis surpassé beaucoup. Puis de tout ce temps-là, je pensais aux gens qui avaient travaillé sur moi, qui avaient mis des efforts pour que je réussisse, puis me donner des outils, que moi, à cette époque-là, j'avais pas le goût d'en les utiliser. Et aussi des personnes qui n'ont pas cru à moi, parce qu'il y a des personnes qui m'ont délaissé un peu. Je parlerais dans les écoles, dans des endroits où les gens ils pensaient pas que je pouvais y arriver. Puis j'avais envie de leur montrer mon diplôme un jour, puis j'avais la fierté d'arriver et de dire j'ai réussi. Puis quand j'ai eu mon diplôme d'équivalence de secondaire 5, il y a un gros poids sur mes épaules qui a disparu à cause que je savais que j'avais plus besoin de retourner à l'école pour pour des matières qui m'attiraient moins, en fait. Puis, j'ai été capable de me trouver un travail qui était bien rémunéré, genre 3 fois mieux que j'avais auparavant. Des bonnes conditions de travail, une bonne sécurité d'emploi. Puis d'avoir un emploi que j'aimais, que j'étais respecté. Puis c'est un endroit où les gens ne me connaissaient pas tous parce que c'était pas dans mon coin, c'était un petit peu plus loin. Puis c'est une grande usine, puis cet endroit-là, ben il y a beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas, donc je pouvais comme un peu pas refaire ma vie, mais me montrer sur un autre jour. Puis de savoir que j'avais un bon travail, puis depuis retourner à l'école, ça a fait un gros poids de moi sur mes épaules. Puis j'ai commencé. Mais tu sais qu'on diminue un petit peu. Mais tu sais qu'on commençait à diminuer. Puis c'est comme. Je me suis rendu compte que quand je me surpassais, puis je me relançais des défis presque irréalisables pour moi, ben ça me donnait beaucoup de confiance en moi, puis ça faisait diminuer les tics. Puis, après un certain temps, j'étais au travail, après vraiment pas longtemps, j'ai décidé de m'auto-guérir. J'ai eu une révélation, je me suis dit que j'étais capable d'y arriver, puis que c'était le bon temps dans ma vie pour saisir l'occasion, pour m'en sortir. En me lançant un défi presque irréalisable, j'ai voulu faire du culturisme, de changer mon corps pour je voulais bien paraître, je voulais reprendre ma santé en main aussi. Puis j'ai commencé premièrement, je dois dire comment j'ai voulu faire ça aussi. J'ai tout pris les négatifs du passé. J'ai tout pensé aux mauvaises situations qui s'est produites dans le passé, les gens qui ont ri de moi ou la solitude que j'ai vécue, les choses que j'ai espérées dans ma tête, comment que je me voyais dans le futur, comment que je voulais être avec une femme, des enfants. Puis je me suis peut-être pris ça, puis je me suis dit là, c'est l'heure, puis je me fâche. Puis je me détermine à faire un régime, commencer à m'entraîner, commencer à faire de l'activité physique, faire du vélo. Au début, je marchais, parce que je n'étais pas capable de courir, j'étais vraiment pas assez en forme. Je n'étais vraiment pas capable de courir, puis j'ai commencé à faire de la marche. Après ça, j'ai commencé à faire du jogging. Puis après ça, je me suis rendu au dépanneur, je me rendais au coin de la rue. Puis au bout d'un certain temps, j'étais rendu au bout de la ville. Puis j'ai commencé à vraiment me sentir bien dans mon corps en voyant que je maigrissais. Puis à reprendre beaucoup de confiance en moi. J'étais comme un peu en mission aussi, de dire que j'allais m'en sortir. Puis j'ai ignoré le syndrome de Jet-Tourette. J'ai tout pris les négatifs, puis j'ai transformé en positif et en motivation pour me lever le matin et m'entraîner. J'étais dans un état d'esprit vraiment différent, puis j'étais vraiment en mission. Puis je comptais à peu près juste sur l'entraînement physique. C'était devenu une passion aussi. Puis à force de maigrir,
puis de reprendre confiance en moi, me sentir bien dans ma peau, je me suis installé des broches pour avoir une plus belle dentition. Puis, au fil du temps, je commençais à perdre des tics, tranquillement. Puis, c'est les gens qui s'en rendaient compte, qui m'en parlaient. Jusqu'à un moment donné que j'avais plus besoin de médicamentation. Je me suis fait recommander de ne plus prendre ma médicamentation parce que j'étais rendu à un niveau que c'était correct. Puis c'était un test, on voulait voir. Puis moi, de me faire dire ça, je me suis dit, ça me motive encore plus. Puis j'ai pas travaillé à me dire, faut que je retienne mes tics. C'est pas que j'ai voulu retenir mes tics à un certain point que j'en ferai plus. Au contraire, je les ignorais comme si je n'en avais pas. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui les faisait à ma place. Puis je l'acceptais énormément. Puis je commençais à me trouver beau, à me trouver en santé, en forme, puis à me donner beaucoup de motivation. Puis finalement, au bout de 4 ans, je suis allé, j'ai réussi, j'ai perdu au-dessus de 100 livres à cette époque-là pour faire ma condition de culturiste à 21 ans. J'avais perdu, j'étais rendu à 4,4 % de taux de gras. J'avais travaillé vraiment très fort. Puis je m'étais fait une copine aussi, Marie-Ève, qui est encore ma copine aujourd'hui, ma fiancée. Donc ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Elle m'a enduré tout ce temps-là. Puis j'ai fait une compétition à Montréal ici, puis une compétition à Beauce. Puis la position, je m'en foutais carrément. C'était vraiment une compétition personnelle, même pas une compétition en fait, je voulais juste me surpasser. Puis ça a fait partie un peu de ma thérapie. Puis j'ai perdu 90 % de mes tics, je peux dire. Même plus. Aujourd'hui, j'en fais encore, j'ai contrôle. J'en avais une centaine de tics, en fait, de toutes les sortes. Des sons, des bruits, des mots, des tics que je veux même pas répéter. J'ai tellement mis ça dans un tiroir à part que même aujourd'hui, quand je parle de mon syndrome, les tics refont surface. Parce qu'il y a un très long laps de temps que j'en ai jamais parlé, puis je voulais pas en parler. C'était vraiment mis à part. Puis j'avais mis ça ailleurs. Puis j'ai voulu que je retravaille sur moi pour être capable d'en parler aux gens, puis de faire des conférences, parce que je fais des conférences pour Desjardins, ma vie, mes passions. Puis quand j'ai commencé à rencontrer des élèves, j'ai commencé dans les premières années, j'ai commencé à refaire des tics. J'ai dû prendre un certain temps de recul pour retravailler sur moi. Puis aujourd'hui, je suis capable d'en parler puis de contrôler mon syndrome. Je m'en rends compte quand je fais des tics. Je vais mourir avec mon syndrome, je vais l'avoir toute ma vie. Des fois, j'ai des hauts, des bas. Des fois, les tics refont surface. Jamais aussi intense qu'avant, mais je m'en rends compte moi-même. À cette époque-là, j'étais fier parce que j'étais rendu à 21 ans, puis c'était une belle époque parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient connu auparavant, puis qui m'avaient comme pas jamais revu, parce que comme j'ai dit, j'étais en mission. Je sortais pas vraiment, j'étais plutôt focusé sur ça. Puis, pas très longtemps après, je suis allé faire des parades de mode à Sainte-Marie dans ma ville, puis au centre d'achat, puis il y a beaucoup de gens dans l'assistance qui m'avaient vu, puis que je voyais qu'elle avait comme la gueule à terre, excusez l'expression, mais j'étais fier de me montrer, puis de voir leur expression et puis leur réaction. Puis cette photo-là a fait la première page du Beauce Média à l'époque. Le Beauce Média, c'était un journal local qui est publié partout en Beauce. Puis ce journal-là, en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas les médias sociaux, Facebook n'existait tout simplement pas. Donc les journaux étaient bien lus. Puis les gens ont entendu beaucoup parler de moi aussi. Puis au fil du temps, puis là, avec la première page de Beauce Média, j'ai eu des entrevues à la radio. Puis là, j'ai commencé à reparler de mon syndrome. Puis partager un peu mon expérience, puis comment j'ai fait pour m'en sortir. Puis par la suite de ça, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir pour m'encourager, me féliciter. Puis il y en a qui me reconnaissaient pas, ils ne me croyaient pas que j'étais moi, en fait. Il y en a d'autres qui venaient pour s'excuser aussi. Il y a beaucoup de gens à l'âge adulte que je me suis rendu compte que ces gens-là, ils avaient été très, 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 très méchants à l'école. Puis aujourd'hui, c'est rendu vraiment des très bonnes personnes qui regardent des choses qu'ils ont pu faire. Puis à cette époque-là, j'ai vu que les personnes qui m'avaient intimidé, ils se sentaient mal dans leur peau. Puis il y avait des regrets, des remords de conscience. Puis j'ai remarqué que c'est un peu eux qui se sont fait du mal à eux autres mêmes. Parce que moi, tout ça, au contraire, j'ai utilisé ces choses négatives-là pour me donner la motivation de me lever le matin et d'être tellement focusé sur mon défi, sur ma mission, en fait. Puis j'ai utilisé ça, puis ce négatif-là a été un carburant incroyable pour moi, pour m'en sortir. Sans ça, peut-être que j'aurais pas eu la motivation. Moi, ça a été ma motivation à moi.
Donc, ces personnes-là, je ne les en voulais pas. Puis, je les ai tous pardonnés, tous au complet. Puis, j'ai passé une autre étape. Après ça, ben, j'étais encore à la même usine que ce que j'étais. Puis je me suis rendu compte que qu'on peut faire un peu ce qu'on veut dans la vie si on veut vraiment. On est vraiment motivé, passionné. J'ai fait un premier voyage dans ma vie avec ma sœur en Thaïlande pendant un mois de temps et sa famille. Je suis allé la rejoindre, elle qui arrivait du Sri Lanka. Puis, à cause de ça, ben, je suis tombé en amour avec l'Asie du Sud-Est. Puis, j'ai fait du snorkeling à la surface de l'eau. Puis, j'ai réalisé que j'avais envie de faire de la plongée sous-marine. Ma sœur m'a dit, pourquoi tu ne deviendrais pas instructeur de plongée sous-marine? Tu pourrais voyager. J'avais vraiment envie, après ça, de faire le tour du monde, de voyager, de bouger, puis d'avoir des aventures. J'étais quelqu'un qui n'avait pas eu vraiment énormément d'aventures avec des amis. J'avais envie de tout faire en même temps. Puis elle m'a dit, Jean-Pierre, si tu veux vraiment, tu peux le faire. Mon frère, la même chose. Ils m'ont pas retenu, au contraire, ils m'ont poussé dans le dos pour que je le fasse. Puis je suis revenu après mon voyage à l'usine où j'étais à l'époque, puis j'ai décidé de... Je trouvais ça tellement monotone ce que je faisais. J'ai décidé de m'en aller de là pour retourner en Thaïlande pendant un an de temps pour devenir instructeur de plongée sous-marine. Même si je n'avais jamais plongé, je ne connaissais rien là-dedans. Je savais que j'étais quelqu'un qui était bien dans l'eau. J'ai toujours été relax sous l'eau. Dans l'eau, j'étais comme un poisson, puis j'ai toujours fait moins de tics aussi. Puis toutes ces choses-là me donnaient le goût de partir voyager pour me surpasser encore une fois. Je voulais toujours me lancer des défis pour essayer de garder le syndrome de Gilles La Tourette au loin. Puis c'était comme, dans ma tête, à moi, je voyais ça comme si, quand je me surpassais toujours, c'était comme si c'était ma méthode de ne pas réavoir le syndrome ou de me laisser accaparer par lui. Puis j'ai décidé de démissionner de ce que j'étais, puis de ne pas prendre un congé sans solde, parce que premièrement, j'étais sûr que j'allais y arriver. Je suis tombé tellement motivé, déterminé, que dans ma tête, c'était impossible que j'y arrive pas. Puis quand tu es sûr dans ta tête que c'est impossible, que ça ne peut pas fonctionner, quand tu es sûr que ça va fonctionner à 100 ça va fonctionner toujours. Quand tu es tellement déterminé et motivé, puis que tu es clair dans ta tête, puis tu te visualises dans le futur comment tu veux être, c'est sûr que ça va fonctionner. Puis c'est de même que je le voyais. J'ai démissionné parce que je voulais pas avoir de porte de sortie pour l'échec. Ça se peut pas que ça fonctionne pas, donc je démissionne. Puis je suis parti en Thaïlande pendant un an de temps avec mon frère, sa sœur, et puis ma copine qui est venue me rejoindre longtemps plus tard. Mais j'étais là en majorité du temps toute seule. Puis c'est aussi parce que je voulais me débrouiller, me dégêner. J'étais quelqu'un de quand même pas très débrouillard. J'ai un peu toujours des gens autour de moi qui m'ont inscrit, qui m'ont fait avancer, qui m'ont poussé pour que je bouge. Puis là, j'avais envie de voler un peu plus de mes propres ailes, puis de vivre l'aventure surtout. Puis je me suis dit que j'avais vraiment envie que ça bouge. Donc je suis parti en Thaïlande pendant un an de temps pour devenir instructeur de plongée sous-marine. J'avais jamais plongé, je connaissais rien là-dedans. Puis je parlais pas l'anglais, je parlais pas le thaïlandais non plus. Donc je savais que si je revenais au bout d'un an avec mon diplôme d'instructeur puis donner des certifications, j'allais plus être la même personne, c'est sûr. Donc je suis parti en Thaïlande, puis je me suis retrouvé sur l'école de plongée, dont quelques-unes en français. Donc j'ai pu commencer à faire mes cours en français. La première plongée que j'ai faite, première respiration que j'ai prise sous l'eau, je suis devenu un maniaque de plongée sous-marine. J'ai écouté mon cœur, en fait, tout ce temps-là. Je me suis dit que je pouvais y arriver, puis j'allais me sentir bien. Puis quand j'ai commencé à l'en faire, j'ai été encore mieux que ce que je croyais. C'est devenu une grande passion, la plongée sous-marine. Puis j'en mangeais, je m'épanouissais énormément dans la plongée parce que je me trouvais vraiment bon. Puis j'apprenais rapidement. Puis j'étais dans les meilleurs autour de moi, parce que j'étais dans la plongée sportive. Puis ça me donnait beaucoup de confiance en moi aussi. Puis j'étais vraiment en bonne forme physique. Puis en dedans de 6 mois, j'ai fait près de 200 plongées jusqu'à ce que je devienne maître plongeur. J'ai pris beaucoup d'expérience. Puis j'ai enfin trouvé dans quoi j'étais bon. Donc je pouvais plus laisser la plongée sous-marine à partir du moment où je savais ça. J'ai acheté mon équipement pour pouvoir travailler comme professionnel. Et puis j'ai commencé à faire mon cours pour devenir instructeur de plongée sous-marine, à Côte-à-Eau aussi. Donc environ après 8 mois en tout, je suis devenu instructeur de plongée sous-marine, puis j'ai commencé à travailler dans des écoles de plongée sous-marine, à donner des certifications. Puis ça a été extraordinaire. J'ai pu voyager aussi au travers de l'Asie du Sud-Est, puis travailler sur des bateaux qui partaient en haute mer. On allait faire
de la plongée, 2, 3 plongées par jour, à tous les jours, 7 jours sur 7. Je comptais pas les heures que je pouvais étudier les noms de poissons ou les espèces que je voyais sous l'eau, les techniques que je voulais développer. Je me sentais vraiment moi-même en faisant la plongée, puis je me trouvais vraiment bon. Puis après un certain temps, j'ai découvert une autre chose. J'étais rendu dans la région de Krabi, j'ai commencé à faire de l'escalade, du rappel, puis de la plongée sous-marine. Je travaillais sur la plage que vous voyez ici. C'est un endroit extraordinaire. Mes animaux préférés, moi, c'est les singes. J'en voyais à tous les jours. Puis je m'amusais énormément. C'est un paradis sur Terre. Puis au fil du temps, j'ai réalisé que j'étais quand même pas très bon pédagogue. Expliquer aux gens qu'est-ce que moi je comprends déjà, j'avais de la misère à donner des bonnes explications. Par contre, sous l'eau, je me trouvais vraiment bon. Faire des exercices, même de stress, je contrôlais beaucoup mon stress, mon air, je consommais pas beaucoup d'air. Puis, à un certain moment donné, j'ai décidé de pousser ce don-là que j'avais. Donc, moi, je trouve que c'est un peu ma force de gérer un peu mon stress aujourd'hui, puis de prendre beaucoup de concentration, de me lancer des défis. J'ai voulu devenir pas instructeur, pardon, j'ai voulu devenir scaphandrier de la plongée commerciale. J'ai écouté le film Men of Honor, puis ça m'a donné le goût de me surpasser aussi dans un métier quotidien. À l'époque, j'étais très déterminé. Puis j'ai décidé de m'inscrire, de me lancer en fait, pour aller en Ontario, suivre mon cours de plongeur commercial, scaphandrier. Donc, je suis parti de cet endroit-là, paradisiaque, pour m'en aller dans l'Ouest canadien apprendre l'anglais pendant un certain temps pour ensuite pouvoir m'inscrire à l'école en Ontario. Je me suis inscrit et puis j'ai eu, en fait, c'est un cours privé qui coûte 30 000 $. Donc, j'avais pas cet argent-là. Donc, mon frère m'a vraiment aidé énormément à ce que je puisse trouver les fonds. Puis, grâce à mon frère et ma sœur qui m'ont aidé énormément, j'ai été capable de trouver l'argent pour m'inscrire à l'école en Ontario, puis devenir scaphandrier. Donc, à l'école en Ontario, c'est un cours qui, normalement, sur 15 personnes, il y en a environ une dizaine qui réussissent le cours. Puis dans ces dizaines-là, il y en a peut-être 6 qui trouvent du travail. Donc, c'est un métier qui est c'est une niche très petite, mais je me voyais vraiment devenir scaphandrier, puis je savais que j'allais y arriver. Fait que je suis passé à l'école en Ontario, puis j'ai fini mon cours avec 84,5 de moyenne générale. J'étais vraiment fier. Je suis devenu aussi opérateur de chambre hyperbare. Ça, c'est nous, les médecins, les scaphandriers catégorie 1. Et puis, les médecins en médecine hyperbare, un peu qui peuvent travailler avec ces instruments-là, c'est pour faire de la décompression ou faire aussi des traitements hyperbares. C'est très complexe. Puis, c'est une chose qui m'attirait aussi beaucoup à découvrir comment ça fonctionnait, comment s'en servir. Puis, je me suis surpassé. Puis, les tics ont toujours resté au loin à partir de ce moment-là. Toujours. J'ai continué à voyager beaucoup avec ma copine. On a voyagé énormément. J'avais toujours envie de découvrir des endroits. Puis, après un certain temps, après avoir sorti de l'école, j'ai commencé à me trouver du travail dans mon domaine, ce qui, au début, n'était pas très facile. Je faisais pas beaucoup d'heures, le temps de me faire connaître et puis de prendre ma place. Après, je peux dire, 3 ans, en 2009-2010, c'est là que la roue s'est mise à tourner dans mon métier. Je commençais à faire de l'argent, puis à me faire appeler, au lieu que ce soit toujours moi qui étais dans le téléphone. Puis c'est à ce moment-là où je peux dire, la vie a décidé de me récompenser. Je pense que dans la vie, on ne fait jamais rien pour rien, puis on est toujours récompensé par nos efforts, puis par notre travail. Ça peut être par l'argent, l'amour, l'amitié, la santé. On ne le sait pas, la vie est bien faite, mais on est toujours récompensé quand on fait notre chance, en fait. Puis, ma belle-mère m'a fortement conseillé de m'inscrire au banquier à TVA. Puis, elle a dit que j'allais... en fait, elle m'a convaincu de m'inscrire. Puis, avec ma sœur, mon frère, ma belle-sœur, on a travaillé beaucoup pour l'inscription, le formulaire. Puis, je me suis inscrit au banquier. Puis, ça a été une histoire assez magique, je peux dire, parce que du début à la fin, déjà là, mon vidéo, nos banquiers ne fonctionnaient pas, donc ils ne voyaient pas qui j'étais. J'étais la 100e personne à être choisie sur 100 pour faire des auditions à TVA. Puis, j'ai été choisi finalement pour aller au banquier en 2010. Je suis allé au banquier en 2010. Quand je suis arrivé là, je me suis dit, là, je suis au banquier. J'ai la chance de gagner des gros montants. Donc, j'ai jamais été chanceux auparavant dans ma vie. Puis, on était 30 élèves, par exemple, on peut être 30 élèves dans une classe. Il y a 29 FS à faire tirer.
c'est toujours moi qui gagnais pas les fesses. Ça a toujours été comme ça. Des numéros au tirage au sort, j'ai jamais été chanceux. Donc, j'ai jamais aimé le sort. Mais rendu là, je me suis dit, là, aujourd'hui, c'est à mon tour d'être chanceux. Je ne verrais pas pourquoi ce ne serait pas à mon tour. Puis je l'ai acclamé aussi durant l'émission. Je l'ai dit haut et fort que j'allais déchirer la baraque, comme je peux dire, comme je disais. Puis que j'allais gagner un énorme montant, même le plus gros montant qui a jamais été gagné dans toutes les émissions du banquier. Je le disais durant l'émission. Puis, en arrivant dans l'aquarium, où j'ai ouvert mes valises, les 6 premières valises étaient dans un aquarium, c'est là que j'ai découvert comment j'allais ouvrir mes valises. Puis je me suis dit, je vais y aller le plus simple possible. C'est de cette façon-là que ça va fonctionner. Fait que j'ai décidé d'ouvrir les valises à partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en ordre croissant. Puis je me suis dit, la chance est de mon côté. Puis, comme je l'avais prédit, j'ai gagné le plus gros montant de toutes les émissions du banquier, encore aujourd'hui. Puis, j'ai ouvert 24 valises sur 26. Donc, à la fin de l'émission, ça m'a fait comprendre une chose, hein, qu'on ne fait jamais rien pour rien dans la vie. Puis, toutes les étapes qui m'ont servi à pouvoir me rendre là. Donc, aujourd'hui, ça m'a aidé financièrement, puis à pouvoir avoir une sécurité financière aussi. Puis, à m'aider à relaxer encore plus, en fait. Puis, je suis allé chercher mon chèque avec Julie, puis j'ai encaissé ça. Ça fait toujours un petit coussin de dire je vais aller déposer mon chèque au. Puis drôle là, de voir la caissière, parce qu'on s'imagine souvent, bon, tu vas aller déposer un gros chèque voir c'est quoi la réaction de la caissière. Finalement, ben, il n'y a eu aucune réaction. C'est comme si j'aurais déposé 5 ça n'a rien changé. Mais je trouvais ça devient drôle. Puis qu'aujourd'hui, je fais mon travail, je suis encore scaphandrier, je suis rendu même. La majorité du temps, je suis superviseur dans les compagnies de plongée. C'est moi qui gère les scaphandriers, des équipes de 4, 5, 6, 7, tout dépendamment des travaux qu'on fait. Puis un petit peu partout au Québec, partout à travers le Québec, même à l'extérieur du Québec, le Canada. Puis on peut même se retrouver aux États-Unis, puis un petit peu partout. J'aime vraiment mon défi, mon métier, parce que c'est des défis. Encore ce matin, j'ai fait 4 heures sous l'eau. J'ai plongé 4 heures cet avant-midi, de 7h30 à 11h30. Puis, c'était vraiment une belle avant-midi. Puis aujourd'hui, je suis avec vous pour vous raconter mon histoire. Aujourd'hui, je contrôle mon syndrome, plus avec des défis que je me lance quotidiennement ou des gros défis pour le futur, mais je suis rendu avec 2 garçons. Je suis rendu avec 2 garçons, un garçon de 2 ans et demi et un de 1 an et demi. Puis ces personnes-là, en fait, c'est un défi quotidien. Puis, je suis persuadé que je n'avais pu avoir le syndrome dans ma vie. Puis, ça se fait tout seul. Je suis comme un peu rendu sur le cruise control, un peu, je dois dire. Ma copine, elle m'a connu après que j'aille mon syndrome. Elle a entendu beaucoup parler de mon enfance, de mon passé. Puis, elle vit très bien avec ça. Elle me fait jamais de commentaires sur mes tics. Sûrement qu'elle s'en rend compte, des fois, quand je suis fatigué le soir en écoutant la télévision, que je fais des tics. Même, je pense que jamais une fois dans ma vie, elle m'a dit Jean-Pierre, je trouve que tu fais beaucoup de tics. Puis ça, j'apprécie ça beaucoup, des gens autour de moi qui ignorent un peu ça. Puis elle l'ignore tellement qu'elle s'en rend peut-être même pas compte elle-même. Donc, je peux dire qu'on a toute la chance un peu de devenir qui qu'on veut. Il faut être capable de faire des efforts puis de trouver une passion aussi. Les passions dans la vie, je pense que c'est très important. Mes passions m'ont aidé beaucoup à avancer et à me réaliser, à découvrir. Grâce à ma passion, je suis devenu scaphandrier. Je me trouve bon dans ce que je fais. Quand tu es passionné de quelque chose, en fait, tu es bon dans cette chose-là en général. Puis, ça donne la confiance en soi. Puis, je pense que la confiance en nous, on n'en a jamais assez. On a toute une grande force intérieure. On est tous des Superman puis des Supergirls. On a toute une chose très forte à l'intérieur qui peut nous faire, en fait, nous faire devenir qui qu'on veut ou nous faire avancer de telle direction. La seule personne qui peut nous retenir, c'est nous, je pense. Quand tu découvres un peu dans quoi tu es bon, ben là, tu peux t'épanouir, puis avoir du plaisir. Tu vas te lever le matin, tu vas aller travailler, tu vas avoir du plaisir, tu vas avoir le sourire. Les gens autour de toi vont en bénéficier. De trouver dans quoi qu'on est bon, c'est vraiment pas facile, je pense. J'ai été chanceux de le découvrir. Ça a été quand même assez tard, moi. Hein? On s'est fait demander à l'école à 16 ans qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Je comprends pas comment on peut décider. Il y en a qui le sont capables. Moi, ça a été à 25 ans avant que je sache vraiment qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Mais il n'est jamais trop tard. Puis un coup qu'on le sait, ben il faut le faire, tout simplement. Peu importe, 25, 30, 35, 40, tu as des enfants, une famille. Il y a toujours moyen de faire ce qu'on veut faire dans la vie. Mon frère et ma soeur me l'ont vraiment prouvé. Donc, c'est un peu mes exemples.
Et puis, je pense que si je suis aussi motivé que ça aussi, c'est peut-être même à cause de mes parents, de mon frère et ma soeur, qui m'ont un peu leadé. Mon frère qui a un courage incroyable, et ma soeur aussi, qui ont voyagé énormément. Ma soeur qui a voyagé beaucoup, beaucoup, qui m'a appris beaucoup de choses. Puis je m'ai voulu un peu essayer d'aller je voyais qu'il y avait une grande, grande force, puis il y avait tellement de détermination, puis de caractère, puis être capable d'aller faire ce qu'ils veulent, puis de dire on lâche tout, puis on s'en va dans une autre direction. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas, on sait pas. Puis j'avais envie de devenir de même aussi, puis un jour je me suis dit que je pouvais le faire. Puis j'ai tout laissé aller, puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire confiance à la vie, puis tout a déboulé. Quand je suis arrivé en Thaïlande pour le premier coup, ben j'étais vraiment très nerveux. J'étais tellement nerveux que des fois, je sortais pas de ma chambre d'hôtel par moment, parce que je trouvais ça un petit peu la jungle. Je me sentais, j'avais envie de me retrouver toute seule. Puis par moment, ben, je me disais, ouais, il faut que je sorte dehors. Puis là, je partais sur une go, puis j'allais explorer. Puis au fil du temps, ben, je me suis dit que, premièrement, les bonnes personnes venaient sur mon chemin. J'ai rencontré les bonnes personnes sans que je le veuille, parce que j'ai fait confiance à la vie. Puis les outils, ils venaient à moi, tout seul. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile que je me le serais imaginé. De tout faire ces changements-là, ça s'est fait tellement bien, en fait, que faut juste être capable de faire les bons choix. Fait que je pense que les jeunes qui ont le syndrome de Gilles-Tourette aujourd'hui, ils ont des grands choix à faire. Puis ces choix-là, quand tu es jeune, au primaire, secondaire, c'est vraiment pas facile même. C'est très, très, très dur de se faire dire par des gens, des fois, tu devrais faire ça, on va t'inscrire là. Tu te fais tellement pousser dessus pour avancer, puis faire des efforts, parce que les gens veulent que tu réussisses, que des fois, ça te freine. Mais tu as envie d'en faire des efforts, mais tu sais que si tu commences à en faire, ça va te demander beaucoup plus ça va te demander beaucoup plus il va falloir que tu t'impliques énormément, puis ça peut dire que c'est à tous les jours, puis à un moment donné, ben, tu vas dire, là, il y a des moments donnés que tu veux tout laisser tomber. Donc moi, j'ai utilisé plus ma force, comme je peux dire, que j'ai, puis que vous avez tous, qu'on a tous. J'ai utilisé après la puberté, au début avant que je devienne adulte. Puis c'est là que je me suis senti assez fort pour le faire. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Quand on a une petite porte ouverte, il faut essayer quelque chose, il faut essayer une passion, de la musique, peu importe quoi. Se découvrir, puis se surpasser dans quelque chose, puis après ça, je pense que le reste peut découler. Aujourd'hui, j'ai de la misère à expliquer c'est quoi la syndrome de Gilles-Tourette encore. J'ai de la misère à faire comprendre aux gens c'est qu'est-ce que je ressens quand j'ai envie de faire des tics. Puis tout ce qui entoure aussi autour du syndrome de Gilles-Tourette, parce que il n'y a pas juste les tics, ça c'est ce que les gens voient et entendent, mais c'est tellement plus que ça à l'intérieur que les gens ne comprennent pas. Puis c'est de plus en plus connu, mais ça l'est vraiment pas encore beaucoup. Ça l'est vraiment, c'est très méconnu, ça l'est de plus en plus. Puis j'espère que dans le futur, les gens vont s'intéresser plus à ça. Et puis comprendre le syndrome de Gilles-Tourette. Il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui sont diagnostiqués qu'avant, ils ne l'auraient peut-être pas jamais été. Il y aurait eu d'autres diagnostics, mais aujourd'hui, on sait qu'ils ont le syndrome de Gilles-Tourette. Il y en a qui l'ont faible, moyen, élevé. En tout cas, il y a plusieurs, je veux dire. Il y a sur une échelle de 0 à 100, on peut dire. Puis les personnes qui le sont vraiment, vraiment beaucoup, eux, ils vont avoir un jour des décisions à prendre. Puis je pense qu'on a toute la chance de pouvoir le faire, puis de s'en sortir. Il faut être capable de chercher le positif dans le négatif. Moi, ça a été ma manière à moi. S'il y a quelqu'un d'autre qui trouve une autre méthode, à lui, ben j'aimerais bien ça la connaître, puis j'aimerais ça la partager. Et puis qu'il la partage comme moi je fais aujourd'hui aux autres. Si je peux donner un exemple à des jeunes qui ont le syndrome, qui un jour voudraient faire ce qu'ils veulent dans la vie, voyager, aller partout dans le monde. Il n'y a pas de limite, en fait. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, il n'y a pas de limite. Moi, je crois vraiment en vous, puis que vous avez une grande, très grande force intérieure. Il n'y a rien qui peut vous en empêcher de faire ce que vous voulez dans la vie. Puis si vous voulez vraiment devenir ce que vous voulez, ben faites tous les efforts pour. Dites-vous que c'est réalisable, puis pensez pas à l'échec. Dites-vous que c'est sûr que vous allez y arriver. Puis imaginez-vous dans le futur y arriver. Voyez-vous comment vous voulez être. Regardez-vous dans le miroir, puis regardez pas la personne que vous voyez, mais regardez la personne que vous voulez devenir à tous les jours, du matin au soir. Puis vous allez vous transformer tranquillement vers cette personne-là. Puis il n'y a pas de limite, en fait. Donc moi, je pense que l'impossible est possible. Puis le reste, ben, ça va être la balle dans votre camp. Si vous voulez vraiment
vous guérir ou si je pense que vous avez la capacité de diminuer vos tics par rapport à vos passions puis votre motivation.